La neige balayait le parking comme de la fine cendre blanche secouée d'un feu mourant. Le genre de neige qui ne tombait pas tant qu'elle ne tourbillonnait de côté. Légère, impitoyable, elle s'accrochait au pare-brise, s'incrustait dans les rainures des traces de pneus et s'engouffrait dans chaque fente des vêtements qui n'étaient pas bien fermés. Ethan Carter remarqua d'abord la neige, puis la voiture, puis la femme qui se tenait d'à côté. Elle était jeune, la cinquantaine, peut-être agrippée au revers d'un manteau clairement conçu pour un autre type de froid. Le genre chic, celui qu'on enfile pour sortir brièvement d'un hall chauffé. Pas ce genre-là, pas celui qui tombait du ciel comme du fer martelé à 23h15 un mardi soir au milieu de nulle part, dans le Vermont. 3 hommes se tenaient près d'elle, pas dangereusement près. Pas le genre de proximité qu'on pourrait décrire à un policier et qui aurait un sens sur le papier, mais assez près. Oh, assez près pour qu'elle ait reculé d'un pas, assez près pour que ce pas n'ait servi à rien. Ethan s'arrêta de marcher. Sa fille Lily sentit le changement dans son allure et leva les yeux vers lui, puis regarda de l'autre côté du parking. « Papa », dit Lily doucement. Elle avait l'air effrayée. Il ne répondit pas. Il était déjà en train d'analyser la géométrie de la scène, les angles des épaules des hommes, la position des mains de la femme, l'espace entre elle et la portière verrouillée de la voiture. Il avait grandi dans cette ville. Il connaissait tous les types de froid qui pouvaient s'installer dans un parking la nuit. Il s'avança. Sa voix, lorsqu'il prit la parole, était parfaitement calme. « Elle est avec moi. » Tout le monde se retourna. La femme le regarda. Ses yeux étaient écarquillés, non pas de reconnaissance, mais de quelque chose qui pourrait le devenir. Elle n'avait jamais vu cet homme de sa vie et la nuit commençait à peine à changer. Ethan Carter avait 34 ans et, à différentes périodes de sa vie, il avait possédé très peu de choses. Un Silverado de 98 qui consommait de l'huile à tout va, une maison de 2 chambres louée sur Millard Street, dont la chaudière émettait un bruit semblable à celui d'un animal agonisant chaque mois de février, une collection d'outils à main qui avait appartenu à son père et qu'il entretenait mieux que tout ce qu'il avait jamais possédé. Et Lily, 6 ans, aux dents écartées, absolument convaincue que les chiens étaient plus intelligents que les humains, et qui s'endormait généralement vers 20 et 1 heure en semaine, à moins que quelque chose ne la tienne éveillée. Un cauchemar ou la lumière particulière de la neige à travers son rideau qui lui donnait envie de la regarder tomber. Ethan travaillait de nuit chez Harrow-Veado, un garage situé à la périphérie de Colton Falls qui s'occupait de tout, de la vidange d'huile à la carrosserie. Il y travaillait depuis 6 ans. Avant cela, il avait travaillé dans le bâtiment. Avant cela, il avait été un gamin avec un GED et aucun projet particulier qui s'était retrouvé un peu par hasard et en savoir beaucoup sur les moteurs. Il ne parlait pas beaucoup de la mère de Lily. Elle s'appelait Rebecca. Elle était partie quand Lily avait 14 mois. Elle n'avait pas disparu, ni de façon dramatique, elle était simplement partie petit à petit, comme certaines personnes le font. Une visite le week-end qui s'était transformée en 1 mois. 1 mois qui s'était transformé en 1 année. Ethan avait cessé d'expliquer cela aux gens et avait commencé à répondre simplement aux questions sur le fait de savoir s'il avait de l'aide par « non, il s'en sortait ». C'était le mot honnête pour décrire la situation. Il s'en sortait. Il préparait le petit déjeuner avant l'école, faisait les paniers de repas, allait chercher Lily à la garderie à 17h30, préparait le dîner, aidait aux devoirs, faisait couler les bains, racontait des histoires, puis se rendait en voiture à Harrow à 22h pour son service, où il travaillait jusqu'à 6h, rentrait chez lui dans la grisaille de l'aube, dormait jusqu'à midi et recommençait tout. Les soirs où il faisait beau, ils rentraient à pied ensemble après son service, si celui-ci coïncidait avec une soirée tardive qu'il avait organisée avec sa voisine, Madame Alrech, qui gardait Lily au pied levé le mardi. Il aimait ses promenades. Lily lui tenait la main et parlait de tout ce qui lui passait par la tête, surtout des chiens, mais aussi des intrigues de sa classe de CP, qui étaient apparemment assez complexes. Ce mardi soir-là, elle lui avait demandé si les nuages étaient vivants. « Pas comme toi et moi », lui avait-il répondu, mais d'une autre manière. « Peut-être qu'ils bougent tout seuls, ils changent de forme. » Moi aussi, avait dit Lily, comme si elle mettait quelque chose au clair dans son esprit. Ils étaient à un demi-pâté de maison du garage lorsqu'il aperçut le parking. Ethan n'était pas du genre à se jeter tête baissée dans les situations. Il était prudent, par nature et par nécessité. Il avait une fille qui avait besoin qu'il soit fonctionnel et présent, et il avait depuis longtemps troqué les instincts téméraires qu'il avait à 20 ans contre quelque chose de plus utile, l'attention. Il prêtait attention au monde qui l'entourait. Il remarquait les choses. Il les remarquait comme on apprend à les remarquer quand on n'a personne pour nous soutenir.
Il remarqua la femme avant de remarquer les hommes. Elle se tenait immobile à côté d'une berline argentée, un modèle récent, propre, avec des plaques d'immatriculation d'un autre État, et elle avait l'attitude de quelqu'un qui venait de décider que l'immobilité était plus sûre que le mouvement. Puis il remarqua les hommes, s'avança et prononça les mots, et la nuit prit une autre tournure. Elle lui dit plus tard qu'elle s'appelait Anna. Sur le moment, elle ne dit rien. Elle s'est contentée de le regarder, cet inconnu au visage fatigué et à la petite fille coiffée d'un bonnet jaune en tricot, et a compris en à peu près 2 secondes ce qu'il faisait et pourquoi, et ce que cela exigerait d'elle. Elle s'est avancée vers lui, le plus grand des 3 hommes, aux épaules larges, peut-être 40 ans, vêtu d'une doudoune avec un logo sur la poitrine qu'Ethan ne reconnaissait pas et qui plissa les yeux. « Ta copine ?» ?»« Ouais, » répondit Ethan. Il ne regarda pas Anna en disant cela. Il garda les yeux fixés sur le grand homme d'une manière qui n'était ni agressive ni hésitante, juste déterminée. Comme quand on tient une porte ouverte, patient mais sans bouger. « C'est drôle, » dit l'homme. « Elle ne t'a pas mentionné. Les pannes de voiture ont le don de faire oublier des choses. Un temps. » Le deuxième homme, plus petit, avec une barbe de 3 jours rousse et des mains agitées, regarda tour à tour Ethan et Anna. Le troisième homme n'avait rien dit depuis l'arrivée d'Ethan et semblait calculer quelque chose. « On proposait juste notre aide, » dit le grand. « Je vous en suis reconnaissant, » dit Ethan. « Je m'en charge à partir de là. » Une autre pause. Le genre de pause qui peut prendre plusieurs directions selon ce que les gens décident. Puis le grand homme recula. Juste une fois. C'est ce pas qui mit fin à la scène. « Nuit froide, » dit-il, sans s'adresser à personne en particulier, et tous les 3 regagnèrent un SUV sombre garé tout au fond du parking. Ils s'installèrent dans le véhicule, le moteur tournant et les phares éteints. Ethan le remarqua, mais ne le regarda pas plus d'1 seconde. Il se tourna vers la femme. Elle tremblait, pas visiblement, pas de façon spectaculaire, juste ce frémissement profond qui naît de la combinaison du froid et de l'adrénaline. Le genre de frémissement difficile à arrêter une fois qu'il a commencé. « Ça va ?» demanda-t-il. « Oui, » répondit-elle en dégloutissant. « Tu connais ces hommes? »« Pas personnellement. » Elle hésita, puis ajouta d'une voix plus douce. « Je sais qui les a envoyés. » Lily, qui avait observé tout cet échange avec l'attention concentrée qu'elle réservait habituellement aux chiens et à la météo, leva les yeux vers la femme. « Ta voiture est en panne ?» demanda-t-elle. « Elle ne démarre pas, » confirma la femme. « Papa répare les voitures. » C'est ce que j'avais compris. Pour la première fois, la tension autour des yeux de la femme se relâcha légèrement. « Merci, » dit-elle à Ethan. « Sincèrement, tu m'as probablement évité quelque chose dont je ne voulais pas connaître la nature. » « Le garage est à un demi-pâté de maison d'ici, » dit-il. « Il y a du chauffage. Tu peux utiliser le téléphone fixe pour appeler qui tu veux. »« D'accord. » Elle jeta un coup d'œil au SUV sombre. Il n'avait pas bougé. « D'accord. »« Oui, allons-y. » Il ne lui posa aucune autre question pendant qu'il marchait. Il ne jeta qu'un seul regard en arrière vers le SUV. La neige s'était intensifiée et le vent soufflait désormais avec force et persistance depuis l'est. Lily tendit la main et prit celle de la femme. Juste comme ça, sans préambule, la femme baissa les yeux vers elle. Surprise. « Tu as froid, » expliqua Lily. Et la femme, qui qu'elle fût, quoi qu'elle fût en train de fuir, ne dit rien pendant un moment. Elle se contenta de tenir la petite main de l'enfant et de marcher. Harovoto n'était pas un endroit glamour. Ça sentait l'huile et le caoutchouc, ainsi que la douceur chimique particulière du dégraissant. Les lumières au plafond de la zone d'entretien étaient industrielles et froides. Mais la salle de pause à l'arrière disposait d'un radiateur d'appoint qui fonctionnait bien et d'un distributeur automatique qui servait un café pas très bon mais bien chaud. Ethan installa Lily sur le vieux canapé sous une couverture de salon automobile qu'il gardait dans son casier et lui prit un paquet de crackers au distributeur. Elle s'endormit en moins de 10 minutes. C'était ce genre d'enfant, présente et vive quand elle était éveillée, complètement abandonnée quand venait l'heure de dormir. Il apporta un café à la femme et s'assit en face d'elle à la petite table. Elle enroula ses 2 mains autour du gobelet en papier. Ses mains étaient élégantes, aux doigts longs, sans bague, aux ongles propres, avec une petite cicatrice à l'intérieur de son poignet gauche qu'elle ne semblait pas remarquer qu'il remarquait. « Anna, » dit-elle avant qu'il ne pose la question. « Ethan, je sais que je te dois une explication. »« Tu ne me dois rien, » dit-il. « Tu ne me dois rien. » Elle le regarda vraiment. Comme on le fait quand on essaie de déterminer si quelque chose est réel. La plupart des gens auraient déjà posé la question. La plupart des gens font beaucoup de choses, dit-il.
Ça ne veut pas dire que je dois les faire. Elle serra le manteau plus fort autour d'elle. C'était du cachemire, remarqua-t-il. Du vrai cachemire, pas du mélange. Cher, déplacé ici. Mais elle ne se tenait pas comme les gens riches le font habituellement dans des pièces comme celle-ci. Cette légère raideur, cette distance invisible. Elle était assise comme on s'assoit quand on est épuisé et reconnaissant d'avoir une chaise. La voiture ne démarre pas parce que la batterie est à plat, dit-elle. Je suis restée assise trop longtemps avec le chauffage allumé. J'ai perdu la notion du temps. Depuis combien de temps étiez-vous là? 4 heures, peut-être 5. Elle regarda le café. J'attendais quelque chose qui me rende triste. Ethan n'y avait pas pensé. Je peux démarrer la voiture avec des câbles, ou je peux retirer la batterie et la recharger pendant la nuit. Dans tous les cas, vous n'irez nulle part avec cette tempête. La tempête, elle le dit d'un ton neutre, comme si elle avait oublié son existence. Elle devrait durer jusqu'au matin. Les routes menant à la ville et en sortant seront fermées à partir de 13 heures. Il marqua une pause. Il y a un motel sur la route 9 si tu as besoin d'un endroit où dormir. Le Morlays, ce n'est pas grand-chose, mais c'est propre. Ces hommes surveilleront les routes, dit-elle. Il laissa cette remarque faire son effet pendant une seconde. Alors tu peux rester ici ce soir. Je serai dans l'atelier à travailler. Personne ne viendra te déranger. Vous offrez votre salle de pause à une inconnue. J'offre un canapé à une inconnue, dit-il. Le canapé est pris, mais il y a 2 chaises qui se déplient et j'ai une couverture de rechange. Elle resta silencieuse un long moment. Pourquoi? Demanda-t-elle. Il y réfléchit honnêtement. Parce que vous en aviez besoin et que je l'avais, dit-il. C'est généralement la seule raison. Elle le regarda encore un long moment, puis elle acquiesça une fois et but de son café. Dehors, la neige avait atteint les rebords des fenêtres. Le SUV noir n'était plus visible depuis la fenêtre de la salle de pause. Mais Ethan avait remarqué, lorsqu'il avait rapporté le dernier outil de l'atelier, qu'il avait bougé. Il s'est déplacé, pensa-t-il. Il n'est pas parti, juste déplacé. Il ne lui avait pas dit ça. Pas encore. Il se mit au travail sur une réparation de boîte de vitesse qui avait déjà 3 jours de retard et il la laissa tranquille. Elle vint le chercher vers 2 heures du matin. Il était sous un 19F150 lorsqu'il entendit ses pas sur le béton, des pas prudents, du genre de ceux que l'on fait dans des espaces inconnus. Il se glissa hors-dessous le camion et la trouva debout juste à l'intérieur de la porte de l'atelier, les bras croisés, le regardant avec une expression qu'il ne pouvait déchiffrer, mais qui avait le caractère d'une décision. « Ces hommes ont déplacé le SUV, dit-elle. Je l'ai vu. Ils sont garés dans la rue maintenant. Je peux voir les feux arrière depuis la fenêtre latérale. » Il se leva et s'essuya les mains sur un chiffon d'atelier. « Ils attendent de voir si tu essaies de partir. » « Oui. » Elle entra dans le hangar et s'assit sur un tabouret à roulettes près de la caisse à outils. « Je dois te dire quelque chose. D'accord. Je ne sais pas comment dire ça simplement. Je suis au milieu de quelque chose depuis des mois. Quelque chose que je n'ai pas commencé et que je ne pouvais pas finir. » Elle se frotta les yeux et, l'espace d'un instant, elle para beaucoup plus jeune. « Je m'appelle Anna Whitmore. » Il attendit, car ce nom avait soit une importance pour lui, soit aucune, et il n'en était sincèrement pas sûr. « Mon père est Gerald Whitmore. » Elle ajouta ce nom qu'il reconnut. Gerald Whitmore était le genre de nom qui apparaissait dans les articles de presse aux côtés de mots comme acquisition, portefeuille et parfois témoignage devant le Congrès. Il appartenait à la fois à la vieille et à la nouvelle fortune. Le genre rare de personnes qui avaient hérité de suffisamment pour vivre confortablement, puis gagné suffisamment par ses propres moyens pour être intouchable. Il dirigeait Whitmore Industries, un nom qui figurait sur les façades d'immeubles et sur les listes de donateurs pour des projets tels que des ailes d'université ou des fonds d'équipement hospitalier. Ethan ne connaissait pas les détails, mais il connaissait le nom. « D'accord, dit-il, ça ne te dérange pas. Ce ne sont que des informations, dit-il. Ça devrait me déranger. » Elle faillit sourire. La plupart des gens deviennent soit extrêmement distants, soit extrêmement méfiants. « Tu viens juste de dire, d'accord, qu'est-ce qui s'est passé? » demanda-t-il. Elle regarda ses mains. « Mon père a un associé. » Avait un associé serait plus exact maintenant. Un homme nommé Douglas Farwell. Ils ont co-investi dans un projet de développement pendant près d'une décennie. Ça a toujours été un arrangement compliqué, et il y a environ 18 mois, ça a cessé d'être une complication gérable pour devenir un problème juridique. Elle marqua une pause. Il y a de l'argent qui a circulé d'une manière qu'il n'aurait pas dû. Le nom de mon père figure sur les accords, mais les instructions venaient de Farwell. Je le sais parce que c'est moi qui ai trouvé les documents. Vous travaillez pour l'entreprise? J'occupe un poste au sein du conseil de surveillance.
que Farwell a toujours considéré comme purement symbolique. Une remarque sèche, sans humour. Ce n'était pas symbolique. Ethan posa le chiffon. Et c'est Farwell qui a envoyé ses hommes. C'est Farwell qui a envoyé ses hommes. Elle confirma. Mon père est actuellement hospitalisé. Des problèmes cardiaques. Il est hospitalisé depuis 3 semaines. Farwell sait que j'ai des documents. Il sait que je me préparais à les remettre aux enquêteurs fédéraux avec lesquels je suis en contact. Et il sait que tant que mon père est hors d'état d'agir, je ne bénéficie pas de la même protection que d'habitude. Comment vous ont-ils trouvé ici? J'ai commis une erreur. J'ai utilisé une carte de crédit pour acheter de l'essence dans une ville voisine. Je pensais avoir été prudente, mais elle secoua la tête. Combien de personnes savent où tu te trouves en ce moment? Une seule, mon avocate. Et c'est la seule personne en qui j'ai entièrement confiance. Ethan resta silencieux un instant, essayant de comprendre la situation. Ces hommes dehors, dit-il. Je ne sais pas, répondit-elle honnêtement. Je pense qu'ils veulent les documents, pas un crime. Où sont les documents? Dans un espace de stockage cloud crypté. Ils ne peuvent y accéder sans mot de passe que je n'ai donné à personne. Elle le regarda. Je ne suis pas sans défense, Ethan. Je veux que tu saches que j'ai été prudente, que j'ai été maligne et que je m'en sors toute seule depuis des semaines. Ce soir, c'était juste ce soir, c'était une erreur. La batterie, le timing, la tempête, une convergence de malchance. La plupart des situations dangereuses le sont, dit-il. Elle le regarda fixement. Je partirai dès que la tempête se calmera et que je pourrai démarrer la voiture. Je ne veux pas faire entrer cette histoire dans ta vie. Elle fait déjà partie de ma vie, dit-il. Et il n'en était pas fâché. Alors, voyons ce qu'on peut faire. Ils élaborèrent un plan comme le font les gens censés sous pression, sans dramatiser, sans fausse assurance, mais étape par étape, en prévoyant les imprévus. Anna devait contacter son avocat et les contacts fédéraux qu'elle s'était constitués. La ligne fixe du garage était un ancien système qui ne passait par aucun réseau permettant de remonter jusqu'à elle. Elle passa 2 appels, brefs et précis. Des coordonnées, des noms, une plage horaire. Ethan répara la batterie. Ce n'était pas une tâche très glamour que de retirer la batterie de la berline argentée dans le froid glacial, de la traîner jusqu'à la station de recharge dans le garage, puis de la brancher. Mais c'était quelque chose qu'il savait faire, quelque chose de concret. Et il constata que les choses concrètes étaient utiles dans des situations qui, autrement, étaient abstraites et effrayantes. Pendant que la batterie se rechargeait, il lui parla de Lily. Non pas parce que c'était pertinent, ce n'était pas le cas, mais parce qu'elle lui avait demandé, et parce qu'au milieu d'une mauvaise nuit, les détails ordinaires deviennent des points d'ancrage. Il lui parla de l'école, de l'après-école, des promenades du mardi, de la question sur les nuages. Les nuages ne sont pas vivants, dit Anna. Je lui ai dit qu'elle l'avait accepté avec philosophie. Elle a 6 ans et elle fait déjà la paix, philosophiquement, avec des réponses insatisfaisantes. C'est impressionnant. Elle est impressionnante, a-t-il simplement dit, comme un père le dit quand c'est tout simplement vrai. Anna est restée silencieuse un instant. Mon père disait que j'étais la personne la plus têtue qu'il connaissait. Elle a dit qu'il le disait comme un compliment. Je tiens ça de lui et ça le mettait hors de lui quand il le voyait de l'extérieur. Quelque chose a changé dans son expression. Pas exactement du chagrin, mais quelque chose qui s'en rapprochait. Il doit aller mieux. Il doit aller mieux pour pouvoir me regarder démanteler tout ce que Farwell a construit. Il ira mieux, dit Ethan. Il n'en savait rien, mais cela lui semblait être la bonne chose à dire. Et il ne disait que des choses auxquelles il croyait vraiment. Vers 3h30, Lily se réveilla et vint à l'embrasure de la baie vitrée, traînant sa couverture. « Papa, j'ai fait un rêve, annonça-t-elle. Un bon rêve ou un mauvais rêve? Un rêve moyen. Il y avait un nuage dedans, mais il n'était pas vivant. Je suis toujours là, confirma Anna. Bien. Lily vint s'asseoir sur le béton à côté des pieds d'Ethan, avec l'absence totale de gêne propre à une enfant de 6 ans. Je pensais que tu étais peut-être retourné dehors. La tempête fait toujours rage. Papa a dit que tu pouvais rester. Lily leva les yeux vers son père. Tu as réparé sa voiture en y travaillant? Lily acquiesça sérieusement. Elle resta assise un moment dans la chaleur de la baie vitrée, puis elle s'endormit à nouveau, assise bien droite, et Ethan la prit dans ses bras et la porta jusqu'au canapé. Quand il revint, Anna se tenait devant la baie vitrée, observant la rue. « Ils sont toujours là, dit-elle. Je sais. Que faisons-nous s'ils entrent? S'ils pénètrent sur la propriété, je peux appeler la police. » Pénétrer sur la propriété privée de quelqu'un après minuit change considérablement la donne. Il marqua une pause. « J'ai aussi le numéro de Dale. » « Dale.
Dale Hargrove, le propriétaire, son gendre est le shérif du comté. Elle se tourna vers lui. Bien sûr qu'il l'est. Petite ville, dit Ethan. Ils attendirent. La neige continuait de tomber. La batterie se rechargeait et rien ne se passait, ce qui constituait une veille à part entière. Une forme d'épuisement à part entière. À 5h15, les phares du SUV s'allumèrent. Ils observèrent tous les deux. Il démarra lentement, prit la route principale vers l'est et disparut. Anna laissa échapper un soupir qui mit un long moment à quitter son corps. Ethan ne dit rien. Il observa la rue pendant encore une bonne minute, par habitude, par prudence, puis il alla réinstaller la batterie. L'aube se leva vers 6h30, grise et l'air épuisé. Le ciel avait la couleur de l'étain vieilli. La tempête s'était calmée, laissant place à de légères rafales de neige. Le vent était faible. Les routes étaient déjà déneigées par les chasse-neige du comté qui avaient commencé avant le lever du soleil. La voiture d'Anna démarra du premier coup. Elle resta assise un moment, le moteur tournant, puis elle l'éteignit et rentra à l'intérieur. Tan finissait le dernier café de la salle de pause, qui était là depuis 3 heures et n'était plus, à ce stade, une expérience agréable. « Tu devrais y aller, dit-il, avant que les routes ne soient encombrées. »« Je sais. » Elle s'assit en face de lui. « Je veux d'abord te dire quelque chose. Tu n'es pas obligé, mais je veux le faire. » Elle croisa les mains sur la table. « J'ai passé ces dernières semaines à ne faire confiance à personne parce que je devais le faire, parce que c'était de la chose intelligente à faire et que ça marche. Ne pas faire confiance aux gens. Ça te permet d'avancer, mais ça a un coût de faire les choses comme ça. Ça a un coût chaque jour, dit-elle en marquant une pause. La nuit dernière m'a coûté quelque chose de différent. D'un autre genre, il attendit. Ça m'a rappelé que la gentillesse existe, dit-elle. Ça a l'air absurde. Je sais que ça a l'air absurde, mais quand on a baigné assez longtemps dans une certaine forme de ténèbres, on en vient à oublier les autres possibilités. Ce n'était pas héroïque, dit-il. Je ne voulais simplement pas passer à côté sans rien faire. C'est exactement ce que je veux dire, dit-elle. Lily sortit de la salle de pause, les chaussures aux mauvais pieds, les cheveux en bataille. Elle tenait fermement sa couverture et arborait l'expression caractéristique d'un enfant qui est réveillé depuis assez longtemps pour se forger des opinions. « Tu pars ?» demanda-t-elle à Anna. « Je dois partir. »« D'accord. » Lily réfléchit à cela avec le sérieux qui s'imposait, puis elle tendit sa couverture. « Tu peux l'emprunter pour la voiture, comme ça tu n'auras pas froid. » Anna regarda la couverture puis Lily. Une expression traversa son visage qu'Ethan ne pouvait pas tout à fait nommer, mais qu'il reconnut comme appartenant à la catégorie des choses qui touchent au plus profond d'une personne et y bouleversent quelque chose. « Je ne peux pas prendre ta couverture, » dit Anna doucement. « Elle est toute seule, » dit Lily. « Tu pourras la rendre quand tu reviendras. » C'était la logique d'une enfant, inattaquable dans sa simplicité. Anna accepta la couverture. Elle la plia soigneusement sur son siège passager, puis revint et s'accroupit pour se mettre à la hauteur des yeux de Lily. « Merci, dit-elle sérieusement. J'en prendrai grand soin. »« Je sais, dit Lily. Tu as l'air responsable, dit Anna en se levant. Elle regarda Ethan une dernière fois, droit dans les yeux, sans l'esquive qui avait habité son regard la nuit précédente. « Je te tiendrai au courant, dit-elle. Quand tout ça sera fini, tu n'auras plus à le faire. »« Je sais, dit-elle. C'est pour ça que je le ferai. » Elle s'éloigna au volant dans la griseur du petit matin. Les feux arrière de la berline argentée disparurent au coin de Birch et des Mains. Et puis, il n'y eut plus que la rue, la neige tassée et ce calme particulier qui suit une tempête. Lily se tenait à côté d'Ethan et regarda jusqu'à ce que la voiture soit hors de vue. « Papa, dit-elle. Oui, je pense qu'elle reviendra. »« Peut-être, dit-il. Je pense que oui, dit Lily avec l'assurance de quelqu'un qui n'avait pas l'habitude de se tromper sur les gens. « Allez, j'ai faim. » Il lui prit la main et ils rentrèrent. L'histoire se révéla par bribes, comme c'est toujours le cas. Ce n'est que 3 jours plus tard, alors qu'Ethan était assis dans la salle de pause en train de manger un sandwich et de regarder la petite télévision que Dale Hargrove gardait sur une étagère au-dessus du classeur, qu'il vit le visage d'Anna à l'écran. Le chiron titrait « Whitmore Harris refait surface, témoin clé dans l'enquête sur la fraude Farwell ». Il regarda le reportage pendant environ 4 minutes. Anna Whitmore, fille de l'industriel Gerald Whitmore, avait remis aux enquêteurs fédéraux des documents alléguant l'existence d'un système de fraude financière systématique s'étendant sur 8 ans. Ces documents impliquaient Douglas Farwell, ancien coprésident de Whitmore Industries, dans le détournement de fonds de développement s'élevant, selon le rapport, à environ 312 millions de dollars.
Les avocats de Farwell avaient publié un communiqué. Anna Whitmore avait donné une brève conférence de presse, posée et précise, au cours de laquelle elle avait répondu à 12 questions en 16 minutes et remercié les enquêteurs pour leur professionnalisme. À la télévision, elle semblait être une version différente d'elle-même par rapport à la femme qui s'était assise dans la salle de pause à 2 heures du matin, les deux mains autour d'un gobelet en papier rempli de mauvais café. Elle avait le même visage, la même franchise dans le regard, mais le contexte qui l'entourait était différent. Et le contexte change la façon dont les choses apparaissent. Dale entra à la fin du reportage. Cette histoire de Whitmore, dit-il en se servant d'un café. Ouais, cette famille a vécu un sacré bordel. Dale regarda l'écran. Tu suis ça? Un peu, répondit Ethan. Il mangea le reste de son sandwich et pensa aux tempêtes, aux longues nuits et à la façon dont certains types de froid s'insinuaient dans les eaux. Il ne dit rien à Dale. Il n'y avait rien à dire, en réalité. Il avait tenu une femme au chaud pendant une nuit. Il s'était comporté correctement. Ça ne lui avait pas demandé grand-chose et ça avait compté, apparemment, plus qu'il ne l'avait imaginé. Il retourna travailler sur une réparation de frein qui l'attendait. L'enveloppe arriva au garage un jeudi. Dale la lui apporta dans l'atelier, une épaisse enveloppe de couleur crème, le nom d'Ethan sur le devant en caractère d'imprimerie nette, une adresse de retour à Boston qu'il ne reconnaissait pas. Chic, observa Dale, avant de le laisser tranquille. À l'intérieur se trouvait une lettre de 2 pages, écrite à la main d'une écriture soignée, celle de quelqu'un à qui on avait appris que l'écriture comptait, et pliée avec la lettre, il y avait autre chose. Une petite note agrafée à la première page, également écrite à la main. La note disait « Ethan, l'enquête a été classée hier. Farwell s'est rendu aux autorités fédérales ce matin. Mon père est rentré de l'hôpital et est furieux contre le régime que son cardiologue lui a prescrit, ce que je prends comme un excellent signe. Je ne sais pas quoi dire qui ne soit pas insuffisant. Alors, je dirais ceci. La nuit où j'ai craqué à Carlton Falls, je n'avais pas dormi correctement depuis 6 jours. Je fonctionnais à la peur pure. Et la peur est un terrible carburant. Elle brûle fort et vite, et elle ne te laisse rien de chaud. Vous m'avez donné quelque chose de chaleureux. Vous et Lily, tous les deux. Je ne pourrai jamais vraiment vous rendre l'appareil, mais j'essaie de vous dire merci dans un langage qui ait du sens. La lettre explique le reste. A.V. Ethan lut attentivement la lettre principale, debout dans le garage, l'enveloppe à la main. Ce n'était pas un chèque. Il s'attendait à moitié à un chèque ou à un arrangement financier élaboré qu'il aurait trouvé gênant et qu'il aurait probablement refusé. Ce n'était pas ça. C'était une lettre adressée à Dale Hargrove, C.C.D., par la division des services de flotte de Whitmore Industries, exprimant son intérêt pour la conclusion d'un contrat de service avec Hargrove Auto pour l'entretien et la réparation de la flotte sur l'ensemble des sites régionaux et des bureaux satellites de Whitmore. 11 véhicules dans un premier temps, avec une possibilité d'extension. Un barème tarifaire était joint, ainsi qu'une ligne de signature à l'intention de Dale. Ethan fit un rapide calcul mental. Si le contrat s'étendait sur 2 ans au tarif proposé, cela représenterait plus de revenus que Hargrove Auto n'en avait jamais enregistré au cours de sa meilleure année. Il apporta la lettre à Dale. Dale la lut 2 fois, puis la posa sur son bureau et regarda Ethan longuement. « Tu veux bien m'expliquer comment Whitmore Industries sait que nous existons? » demanda Dale. « C'est une longue histoire, » répondit Ethan. « J'ai le temps. » Ethan lui en dit assez. Pas tout. Une partie de l'histoire semblait appartenir à Anna, pas à lui, mais suffisamment pour que Dale puisse en saisir les grandes lignes. Dale resta silencieux pendant un moment après cela. « Elle n'était pas obligée de faire ça, » dit Dale. « Non, je veux dire, elle aurait pu simplement t'envoyer un chèque. Certaines personnes envoient des chèques, je sais. Elle s'est arrangée pour que tu gardes ton poste ici. Le même poste, mais avec plus de travail et plus de revenus pour nous deux. » Dale regarda à nouveau la lettre. Elle faisait attention à ne pas bouleverser ta vie, juste à la rendre plus facile. Ethan ne l'avait pas formulée exactement ainsi. Mais oui, c'était bien ça. « Tu vas la signer? » demanda-t-il. « Bien sûr que je vais la signer, » répondit Dale. « Je ne suis pas idiote. » Elle revint en avril, lorsque les dernières strass de neige s'étaient retirées sur les versants nord des collines et que les premières touches de verre commençaient à apparaître au bord des routes. Elle arriva dans une voiture ordinaire, cette fois-ci une berline bleu marine sobre. Pas de chauffeur, pas d'entourage. Elle s'est garée sur le parking de Hargrove et est entrée par la porte principale comme n'importe qui d'autre. Ethan était au comptoir en train de rédiger un devis quand il l'a vue. Il a levé les yeux, elle a rendu son regard. « Salut », a-t-elle dit. « Salut ». Elle avait la couverture sous le bras. Elle l'a posée sur le comptoir. Comme promis,
Il l'a prise. Elle avait été lavée et pliée avec une précision qui suggérait un véritable effort. « Lily va être ravie, dit-il. Comment va-t-elle? Bien, elle a adopté un chien. » Une lueur passa sur le visage d'Anna. Bien sûr, un petit. Il a peur de la neige, ce que Lily trouve philosophiquement intéressant. Un chien qui a peur de la neige, il y a une certaine poésie là-dedans. Dale sortit du bureau sous le prétexte transparent d'avoir besoin de quelque chose dans le classeur près du comptoir, jeta un coup d'œil entre eux deux, puis se retira sans aucune subtilité. Ethan et Anna entendirent tous deux le tiroir du classeur se refermer ostensiblement. « Ton patron ?» demanda-t-elle. « Et entremetteur, apparemment ?» Elle sourit, un vrai sourire, sans précipitation. Il ne lui avait jamais vu un sourire pareil auparavant. Les précédents avaient été plus timides, sur la défensive, empruntés à une version plus chaleureuse d'elle-même que les mois précédents avaient mise de côté. C'était là la vraie version. « Je voulais te remercier en personne, dit-elle, comme il se doit. » La lettre disait « Je voulais le faire comme il se doit. » Tu n'étais pas obligé de revenir. Lily m'a dit qu'elle pensait que je le ferais. Elle pencha légèrement la tête. Je n'aime pas décevoir les enfants. Il y eut un petit rire sincère. Elle a cet effet sur les gens. Ils discutèrent pendant 20 minutes au comptoir de l'enquête qui s'était déroulée à partir des documents fédéraux, avec une rapidité et une minutie qui surprirent même Anna. De son père qui se remettait et qui avait apparemment passé sa convalescence à l'hôpital à lire des dépositions, ce que son cardiologue jugeait déconseillé et qu'Anna n'avait pas pu empêcher. Du projet immobilier désormais sous administration judiciaire, du fait qu'Anna dormait enfin correctement pour la première fois depuis plus d'1 an. C'est ce que personne ne vous dit, dit-elle à propos de sa longue période de peur. On ne sait pas à quel point on est fatigué tant qu'on n'a plus peur. Depuis combien de temps? Demanda-t-il. Je n'ai plus peur depuis environ 3 semaines, répondit-elle. À peu près depuis la comparution, marqua-t-elle une pause. Eh bien, depuis la nuit où tu as dit que j'étais avec toi, la peur a changé de nature après ça. Elle était toujours là, mais elle était différente, moins envahissante. Ten n'avait pas de réponse qui lui semblait adéquate, alors il n'essaya pas d'en trouver une. « Je sais que tu as du travail, dit-elle. C'est vrai, je suis dans le Vermont pour la semaine. Mon père a une propriété à environ 40 minutes au nord. Je suis là-bas avec lui pendant qu'il termine sa convalescence. » Elle posa ses clés sur le comptoir, puis les reprit. « Je me disais que si toi et Lily vouliez dîner un soir quand ça vous arrange, pas en guise de paiement, ni comme quelque chose avec des conditions ou une signification particulière. Juste un dîner. Lily voudra te montrer le chien, prévint-il. J'y compte bien. » Il la regarda un instant. Cette femme qui était apparue sur un parking en pleine tempête de neige, qui avait tenu la main de sa fille, qui s'était assise dans une salle de pause au Cachemire, et lui avait dit la vérité sur une chose effrayante, puis qui était repartie juste à temps. Vendredi matin, par un temps gris, dit-il, elle sort de l'après-midi à 17h30. Vendredi, acquiesça Anna. Elle partit. Ethan resta encore un instant au comptoir, puis retourna à son devis. Dale ressortit du bureau, le classeur complètement oublié. Vendredi, dit Dale. Va-t'en, Dale. Je dis juste ça comme ça. Dale. Dale s'en est allé. Mais il souriait, et Ethan pouvait l'entendre de l'autre côté de la baie, et cela ne le dérangeait pas particulièrement. Le chien s'appelait Biscuit. C'était un croisement de beagle aux oreilles démesurées et à l'air sceptique, qui, comme annoncé, avait une profonde aversion philosophique pour la neige, aversion qui s'étendait dès début avril à toute forme de précipitation, y compris la fine bruine. Lily le présenta à Anna sur le perron de la maison de Millard Street, avec le sérieux d'une cérémonie officielle. Anna serra la patte de Biscuit. Biscuit la regarda avec son scepticisme habituel, puis décida qu'elle était acceptable, ce qui, selon Lily, signifiait qu'elle était digne de confiance. « Il sait bien juger les gens », l'informa Lily. « Je prends ça comme un compliment », dit Anna. Le dîner consistait dans des pâtes, car c'était ce qu'Ethan savait pouvoir préparer sans stress, du pain à l'ail de la 4e rue, et une salade qui n'était en réalité qu'un prétexte pour utiliser la bonne vinaigrette que Lily aimait. C'était à tous égards un repas sans histoire. C'était aussi le meilleur dîner dont Ethan se souvenait d'avoir mangé depuis plusieurs années. Anna aida à faire la vaisselle sans en faire tout un plat. Lily lui fit visiter la maison en détail, ce qui prit plus de temps qu'il n'aurait été géométriquement possible compte tenu de la superficie. Principalement parce que chaque pièce contenait des objets nécessitant une explication. « Et c'est ici que papa lit », dit Lily en désignant le fauteuil près de la fenêtre de devant. « Il lit après que je me suis endormi. Je le sais parce qu'il me raconte le matin ce qu'il a lu. Qu'est-ce que tu lis en ce moment? »
demanda Anna à Ethan. Une histoire de l'ingénierie navale, répondit-il. Ne me demande pas pourquoi. Je te le demande quand même. J'aime savoir comment les choses ont été construites. Les vieilles choses. Les choses pour lesquelles on ne pouvait pas simplement chercher la réponse. Les gens devaient les découvrir à partir des principes fondamentaux. Elle réfléchit à cela. Je pense que ça explique certaines choses à ton sujet. Quelles choses? Elle le regarda. Toi aussi, tu travailles à partir des principes fondamentaux. Qu'y a-t-il devant toi? Qu'est-ce qui est nécessaire? Qu'est-ce qui est possible? Pas de théorie, pas de corps, juste la situation réelle. Il ne savait pas trop si c'était un compliment ou une simple observation. Peu importait, ça semblait juste. Lily s'endormit sur le canapé, Biscuit couché sur ses pieds, à 20h15, au milieu d'une phrase sur quelque chose en rapport avec la dynamique sociale interne de la classe de CE1, qui était apparemment devenue plus complexe depuis janvier. Ethan l'emmena au lit. À son retour, il trouva Anna debout près de la fenêtre de devant, regardant Millard Street dans l'obscurité d'avril. Les dernières traces de sel de l'hiver étaient encore visibles sur les bords de la route. Des stries gris-blancs sur l'asphalte. « Elle est merveilleuse, » dit Anna. « Je sais que tu fais ce qu'il faut. » Il s'assit sur l'accoudoir du canapé. « Je fais ça toute seule. Je ne suis pas sûr que ce soit la même chose. Seule et bien. » Elle a dit que les deux pouvaient être vrais. Elle se détourna de la fenêtre. « J'ai fait ce que je faisais toute seule pendant longtemps. C'était de la bonne chose à faire. C'est juste que je n'étais pas sûr d'arriver à l'autre bout. Tu y es arrivé. » « Oui. » Elle a pris son manteau sur la chaise. En partie parce que quelqu'un qui n'avait aucune raison de m'aider a prononcé 4 mots sur un parking. On m'a dit qu'Ethan avait raconté que c'était devenu une sorte d'histoire. Elle est avec moi. Il l'a raconté un peu à la manière de Riley. Dale l'a raconté à tous ses clients, comme il se doit. Elle sourit. C'est une bonne histoire. C'est une histoire simple. Les bonnes histoires le sont généralement. Elle a enfilé son manteau. Il l'a raccompagnée jusqu'à la porte. Elle s'est arrêtée sur la marche, dans la fraîcheur de cette nuit d'avril. À la même heure vendredi prochain, il l'a regardée. Cette femme qui était arrivée au milieu d'une tempête et qui avait changé la densité d'une vie ordinaire. Non pas avec de l'argent, du pouvoir ou quoi que ce soit de théâtral, mais simplement en étant une personne réelle qui avait eu besoin d'aide et qui, une fois ce besoin passé, était revenue quand même. À la même heure, dit-il. Elle s'éloigna en voiture dans Millard Street. Ethan resta sur la marche un peu plus longtemps que nécessaire, regardant l'endroit où se trouvaient ses feux arrière. La nuit était calme. Quelque part dans le quartier, une lumière de Porsche s'alluma puis s'éteignit à nouveau. Il rentra à l'intérieur. Biscuit s'était déplacé du lit de Lily vers le fauteuil près de la fenêtre. Ses propres principes fondamentaux. Ethan supposa qu'il l'avait déplacé avec la patience résignée d'un homme qui a déjà perdu la bataille du fauteuil et qui ne l'a tout simplement pas encore dit. Il s'assit. Il réfléchit, comme il le faisait souvent dans le calme des fins de soirée, à la texture particulière de sa vie, à la façon dont il la ressentait de l'intérieur, en la traversant, au poids de ce qu'elle exigeait et au poids de ce qu'elle lui rendait. Ce n'était pas une vie extraordinaire à bien des égards. Elle n'était pas impressionnante. Il ne possédait pas les signes de la réussite. Il vivait dans une rue avec d'autres gens qui travaillaient pour gagner leur vie, dans une ville assez petite pour que l'on connaisse le nom des employés de la quincaillerie, mais c'était la sienne. Et Lily était dans la pièce voisine, et Biscuit poussait les grognements mécontents d'un chien relogé contre son gré. Et vendredi, il y aurait des pâtes et du pain à l'ail et une femme qui le regardait comme s'il était quelqu'un qui valait la peine d'être regardé. 4 mots. Elle est avec moi. Il les avait prononcés sans réfléchir, parce que la situation l'exigeait et qu'il les avait à offrir. C'était tout ce que c'était. C'était tout le mécanisme de la chose. Ni héroïsme, ni stratégie. Juste une personne dans un parking par une nuit froide, choisissant de ne pas passer son chemin, et tout ce qui avait suivi s'était construit à partir de là. Il reprit son livre « Ingénierie navale », page 47, la conception de systèmes de cordes et de poulies qui avaient déplacé des poids impossibles sur des distances impossibles. Il lut.